Il sort de Polytechnique, la meilleure école de France. Avec son frère, il rêve de concurrencer Microsoft avec une galaxie d'applications boostées à l'IA et sa société signe des contrats dans le monde entier. Aujourd'hui, je reçois Pierre de la Grand-Rive, cofondateur de la startup Delos, qui déploie un espace de travail d'IA générative conçu pour faciliter le quotidien des professionnels. Je rêve plutôt du super-humain, de l'humain dont la pensée est augmentée en permanence grâce à l'IA. La France, là-dedans, on a un rôle de premier plan à jouer. Est-ce qu'on veut faire de la France une nation technologique, une nation pionnière dans le domaine de l'IA? On voit des entreprises comme EY qui ont investi 1,4 milliard dans leur GPT interne pour abandonner le projet 2 ans après. Mais est-ce que du coup, le job de développeur, il est quand même un peu en danger? Les IA actuelles, elles sont meilleures que 99% des promotions de polytechniciens. On peut développer avec une équipe de 10 personnes en quelques mois, ce qui aurait pris à des milliers de développeurs des années, il y a encore 3 ou 4 ans. Tous ceux qui contrôlent les IA vont contrôler le monde. Bonjour Pierre. Bonjour Charles. Ça va? Ça va bien, super content d'être là. T'as déjà fait des podcasts un peu? Alors j'en ai fait un, mais pas aussi prestigieux que le tien. Tout de suite. On va parler ensemble déjà de ton parcours, depuis l'X jusqu'à ta propre startup, avec ton frère, mais aussi de ta vision globale sur la révolution IA qui fait tourner des têtes actuellement, surtout en bourse. Absolument. Alors Pierre, tu es passé par une prépa MP à Stanislas, puis Polytechnique, puis les ponts et chaussées. Avec un tel parcours sur le papier, je pense que tu pouvais faire n'importe quel métier au monde. Pourquoi avoir choisi la voie risquée de l'entrepreneuriat? Ouais, effectivement. J'étais à Polytechnique en 2016 où j'ai fait de l'algorithmique avancée. La France a une école d'excellence en algorithmique. Ensuite, j'ai fait de l'informatique quantique chez EDF sur la partie software, vraiment le développement de logiciels qui verront le jour ou qui auront des applications dans une quinzaine d'années. J'étais vraiment fasciné par les mathématiques, cette pureté de l'abstraction, la beauté des nombres. Et puis à un moment, le concret m'a manqué. Une idée qui reste en l'air, qui ne devient pas réelle, finit par disparaître. Et donc, en voyant l'explosion de l'IA et de l'IA, l'opportunité de l'IA générative, fin 2022, j'ai quitté mon boulot et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec cette volonté de me confronter, d'avoir plus de risques, de prendre plus de risques. Mais quand tu repenses à tes années à Polytechnique, est-ce qu'il y a un truc que tu ferais différemment quand même aujourd'hui? Je pense que c'est ça justement. En France, on manque un peu de cette culture du saut dans le vide, je pense. On prépare le saut pendant longtemps, là où les Américains sautent encore et encore. Il y a une start-up récemment là, aux États-Unis qui est valorisée à 10 milliards et qui a été fondée par 3 jeunes qui ont 22 ans. Et la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir monté mon entreprise plutôt, de ne pas m'être lancé plutôt dans l'entrepreneuriat. Mais justement, à Polytechnique, on parle souvent d'innovation et de recherche, mais est-ce qu'on vous pousse vers l'entrepreneuriat ou tu es vraiment tombé tout seul dans ça? Alors, ça commence depuis une dizaine d'années. Il y a une dynamique qui se crée. Sur le plateau, il y a un centre d'innovation qui a été mis en place. On essaye d'être mis au contact des startups, des centres de R&D. Puis on a beaucoup d'anciens qui ont lancé des entreprises et donc qui sont des modèles. Je dirais que c'est encore embryonnaire. Moi, personnellement, c'est pas pour cette raison-là, c'est pas ce qui m'a amené, c'est pas le chemin qui m'a amené à l'entrepreneuriat. Mais on sent vraiment cette dynamique, je pense, chez les ingénieurs français. On a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de camarades de l'école qui nous ont rejoints par la suite dans l'entreprise. Et cette âme entrepreneuriale, cette énergie, cette dynamique stimulée en plus par l'IA est vraiment présente et elle est en train de se renforcer aujourd'hui à l'école. Moi, ce que j'adore dans les parcours de Polytechnique, c'est toujours, je me dis, sérieux, vous êtes brillant en maths, et pour vous vous projetez... Genre, moi, j'ai toujours une question sur, par exemple, les espaces à n dimensions. Pour moi, ça ne veut rien dire typiquement. Quand je faisais des maths en prépa, je me dis... Souvent, les gens qui sont bons en mathématiques disent « Ouais, moi, je visualise des choses comme ça. » Ou même les trucs des boules ouvertes, boules fermées. Je ne comprenais rien à la topologie. Je me dis
Pour vous, c'est évident en fait les mathématiques ou je sais pas? Il te reste déjà de bonnes notions parce que pour parler de topologie et de boule ouverte et boule fermée, je ne sais pas à m'a combien traumatisé. d'auditeurs ça parle. Oui, non, c'est vraiment ce plaisir-là de la visualisation géométrique, de la pureté des lignes et des formes. C'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis enfant. Au collège, je faisais des mathématiques en cachette, tellement j'aimais ça. Et puis bon, à un moment, c'est pas pour tout le monde, mais moi j'ai décidé de tourner la page et d'aller vers beaucoup plus de concret, beaucoup plus de pragmatisme pour justement ne pas rester dans les vapeurs trop longtemps. Mais justement, tu as fondé Delos avec ton frère Thibaut. Donc, Exactement. lui, école de commerce, toi, école d'ingénieur. Est-ce que c'est la complémentarité parfaite? Effectivement, alors lui était en école de commerce à Lille et c'est une association qui marche très bien parce que elle apporte beaucoup de pragmatisme à un esprit, à une logique très ingénieure, très tournée vers la théorie. Et je pense que ce qui caractérise un peu notre entreprise et l'ADN de l'entreprise, c'est cet esprit concret, cet esprit tourné vers les gens, vers les utilisateurs. Le constat un peu en 2022, début 2023, quand on s'est lancé, c'est que l'IA était magnifique technologiquement, mais qu'elle ne parlait pas suffisamment aux utilisateurs, elle ne parlait pas suffisamment aux gens, elle restait beaucoup trop une boîte noire. Et je pense qu'avec cette association, avec mon frère, on arrive à la rendre beaucoup plus accessible. Est-ce que ça change tout de travailler en famille? Ah, ça change beaucoup de choses, ouais. Ça apporte énormément de confiance. Je pense que ça crée une culture avec une chaleur humaine, de la loyauté, une exigence. Delos, c'est une entreprise qui a grandi avec des réflexes de famille, hein. C'est pas pour rien qu'on parle d'entreprise familiale. Ça se diffuse dans l'ADN, dans toutes les relations. Je pense que la culture qu'on crée et dans laquelle les équipes s'inscrivent, ça se retranscrit parfaitement. Mais comment vous gérez les tensions entre vous sans vous brouiller définitivement? Ouais, effectivement, c'est un sujet parce que quand on se brouille avec un cofondateur, si c'est au pire un ami, on perd un ami, mais quand c'est son frère, on perd sa famille et c'est ce qu'il y a de plus important. Le fait qu'on soit frère, ça apporte, ça fournit des bons réflexes, ça donne beaucoup de transparence. On se dispute beaucoup, on sait beaucoup disputer. Moi, je suis rugbyman et lui aussi, donc en plus, on est un peu sanguin. Mais quand on se dispute toujours du même côté de la table. Et voilà, et je pense que ça facilite énormément de choses dans la résolution des conflits et ça permet d'aller aussi beaucoup plus vite. Et quand vous avez dit à vos parents que vous vouliez faire un truc dans l'IA, ils ont compris où est-ce que vous vouliez aller ou c'était Ils nous ont fait confiance et ils nous ont soutenus immédiatement. Ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas vu tout de suite la vision qu'on avait dans la première année. Et je pense que beaucoup de gens, c'est le propre d'une startup, hein, c'est d'être pionnier. Tout le monde ne nous a pas compris au début et je pense que les gens le comprennent au fur et à mesure. Et nos parents étaient là vraiment depuis 3 ans et je les en remercie. Mais du coup, cette année, vous avez levé 3 millions d'euros. Est-ce que tu pourrais nous présenter Delos du coup? Ouais, Delos. Donc Delos, on développe un espace de travail basé sur l'IA, qui est 100% sécurisé, 100% souverain. En fait, le constat, c'est que l'IA ne remplit pas complètement sa promesse de productivité. Elle est omniprésente dans les discours, elle n'est pas omniprésente dans le travail.
Et il y a aujourd'hui énormément de formes d'IA pour le travail. Il y a des IA pour discuter, comme ChatGPT. Il y a des IA pour faire des synthèses de réunions. Il y a des IA pour rédiger des textes. Il y a des IA pour les mails. Et nous, on vient unifier tout ça en un espace de travail cohérent, mettre toutes ces IA dans une seule plateforme pour vraiment doper la productivité du collaborateur et éviter les multiples navigations entre différents onglets. Donc, en un mot, on fait une plateforme bureautique cohérente avec de l'IA au cœur. Mais surtout, je crois que vous partez d'un constat fort qui est les chatbots ne sont pas l'avenir de l'IA générative. Pourquoi, selon toi, cette forme d'interaction ne fonctionne pas avec le monde du travail ? Oui, alors elle fonctionne pas, ou en tout cas elle est insuffisante. La première fois que les gens ont découvert l'IA générative, ils ont découvert ChatGPT, et donc c'est comme ça qu'ils se sont imaginés visuellement. Et on a du mal un peu à se séparer de cette forme-là. Le chatbot, c'est magique en apparence, c'est formidable puisqu'on a l'impression qu'on peut tout demander. Mais en réalité, c'est faussement facile parce que ça nécessite de savoir prompter, ça nécessite de connaître les capacités de l'IA, qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire. Et puis surtout, c'est une forme d'interaction question-réponse. Et ça, c'est pas adapté à beaucoup de tâches. Quand on rédige un mail, quand on est dans une boîte mail, on n'a pas envie de discuter avec un chatbot. Quand on rédige un contrat, on n'a pas envie de discuter avec un chatbot. Quand on traite des réunions, on n'a pas envie d'être dans cette interface-là. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est différentes interfaces organisées par application où l'IA est adaptée en interface et derrière dans sa structure à la tâche qu'on veut accomplir. Ok, donc en gros, c'est une IA par cas d'usage, c'est-à-dire que l'IA qui sert à rédiger les mails, c'est pas la même qui va chercher les informations dans un document. Alors, il y a une couche de mémoire qui les unifie toutes en réalité, et ça, c'est vraiment une des propositions de valeur. Enfin, je dirais, c'est un aspect cœur de ce qu'on propose aujourd'hui. L'IA ne manque pas d'intelligence, elle manque de contexte. Quand ChatGPT répond à côté de la plaque, c'est pas qu'il n'est pas assez puissant en mathématiques pour rédiger mon mail, c'est que je ne lui ai pas fourni toutes les données. Donc en fait, ce qu'on vient faire, c'est constituer cette couche de mémoire qui unifie toutes nos applications et qui unifie toutes les interactions de l'utilisateur. L'assistant, le ChatGPT équivalent, va être au courant des réunions que j'ai eues dans ma journée, des documents que j'ai chargés sur ma plateforme, des mails que j'ai traités. Et pour cette raison-là, il va me connaître bien mieux et il va être beaucoup, beaucoup plus pertinent. Et du coup, ça, en pratique, ça fait vraiment la différence avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez ? Alors en pratique, ça change tout. On constate des taux d'adoption qui sont 3 à 4 fois plus élevés que des outils classiques du marché. Et je vais te donner un exemple concret pour que les auditeurs comprennent quelle est la différence. Donc par exemple, pour les mails, on a sorti une nouvelle génération de boîtes mail. La boîte mail, c'est quelque chose qui n'a pas changé depuis 30 ans, globalement, à part quelques enrichissements d'interface. On a fait une application dédiée qui est une nouvelle génération de boîte mail. La boîte mail avec de l'IA partout au cœur. Dans cette boîte mail, les mails vont automatiquement se classifier. Ils vont automatiquement se hiérarchiser, automatiquement nous lancer des alertes. Tu n'as pas répondu à ce mail, tu aurais dû relancer telle personne. Et on ne va plus avoir... C'est une boîte mail qui va apprendre au fur et à mesure de la manière dont je rédige, qui va apprendre les personnes avec qui je parle et qui, pour cette raison, va me rédiger des mails parfaits ou quasi parfaits en quelques secondes. D'ailleurs, vous avez aussi, je crois, un outil qui lit et catégorise automatiquement des documents. Du coup, ça doit être incroyable pour les entreprises qui ont beaucoup de formalités. Je pense par exemple aux banques ou aux assurances. Oui, c'est un deuxième produit qui est né après. On a aujourd'hui 2 produits chez Delos qui s'appellent Hyperion. Et c'est parti du constat que
le document était quelque chose d'encore complexe, le transfert, la récupération d'informations dans ces documents. Et pour toutes les tâches administratives, en particulier pour des banques, des assurances, c'est quelque chose de très fastidieux. La lecture de ces informations, vérifier qu'on a récupéré toutes ces pièces, vérifier que voilà. Et donc c'est un produit qui est là destiné vraiment aux grandes entreprises, pas au grand public, pour automatiser, ranger ces documents, les transférer, en extraire les informations beaucoup, beaucoup plus simplement. Toujours sur les mêmes bases techniques. Ok. Mais d'ailleurs, tu dis souvent, on ne rajoute pas du carburant neuf dans un vieux moteur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Oui, on ne rajoute pas du carburant neuf. Alors, je vais prendre dans un vieux moteur, je vais prendre une analogie. C'est l'analogie de l'automobile. Depuis 15-20 ans, on parle de la voiture électrique et il semblerait qu'enfin ça arrive. Les constructeurs automobiles qui sont les plus en pointe, et en particulier Tesla et BYD qui fait une poussée, c'est ceux qui ne se sont pas contentés de remplacer le moteur thermique par le moteur électrique, mais qui ont conçu leur voiture autour de la problématique de l'électrique. Ils sont electric native. Et ben nous, de la même manière, on est AI native. Et l'espace de travail, la solution qu'on construit, elle est construite autour de l'IA générative. Et on pense que des logiciels plus classiques qui essayent de venir s'adapter, mettre de l'IA sur le côté ou on top, comme disent les anglo-saxons, ça risque de bloquer. Du coup, est-ce que ça explique aussi pourquoi Microsoft, qui rajoute juste de l'IA sur tout ce qui est existant, ça ne fonctionne pas si bien avec Copilot. Alors oui, il le déploie massivement, mais est-ce que les gens l'utilisent vraiment ? Il y a eu beaucoup de déceptions. On est à 3 ans, en fait, dans un mois, l'anniversaire des 3 ans de ChatGPT. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Il y a eu une forme de déception, je pense. On est à une phase de déception où les outils, les annonces n'ont pas rempli toutes leurs promesses. Je pense que ce que tu dis, c'est une des grandes raisons de l'explication. C'est que les modes de travail n'ont pas été repensés à la racine. Il faut les repenser à la racine. Et vraiment, c'est l'approche différente qu'on propose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à se diffuser chez des grands comptes qui signent avec une petite start-up de 35 personnes. Ah ouais, c'est énorme en vrai. Mais d'ailleurs, moi, tu vois, je viens du conseil. Mon unique question, et je pense que tous les consultants se posent la question, est-ce qu'un jour, l'IA fera mes PowerPoint à ma place ? Ah, les PowerPoint, c'est, je pense, là où il y a la plus grande attente et là où il y a le plus grand écart de productivité entre de la productivité quotidienne et la réalisation d'une slide où on peut passer 1 heure sur une slide. Sur une seule slide. Et en plus de ça, là aussi, il y a eu des effets d'annonce. Il y a des acteurs comme Gamma, peut-être que tu connais, qui n'ont pas été au bout de la promesse. Ce qui manque aujourd'hui aux slides et aux slides avec de l'IA générative, c'est la connaissance de l'entreprise, c'est la connaissance de son template et la connaissance de sa personne. Quand on veut faire des slides qui sont un standard professionnel, il faut s'adapter à un code couleur, à une charte graphique. Et voilà, et là-dessus, on va sortir quelque chose dans le mois à venir. J'en dis pas plus, mais ça va faire des vagues. Ah, je pense que les consultants ont hâte, en vrai. Absolument, ouais, là, ils vont être joyeusement surpris. Mais du coup, ça veut dire finalement donner accès à Delos à toutes les données qu'on a. Est-ce que, je sais que les données, elles sont hébergées dans le pays où se situe la boîte. Donc, si vous êtes français, en France, si vous êtes belge, en Belgique. Oui. Mais est-ce que cette souveraineté dont tout le monde parle, est-ce que c'est vraiment important ? Où tout le monde utilise ce mot un peu à tort et à travers et on s'en fiche un peu. Ouais, on ne pouvait pas imaginer de monter une boîte française avec des équipes françaises et des investisseurs français européens sans assurer
l'hébergement en France et cette sécurité, là où aujourd'hui il y a de telles inquiétudes autour de l'absorption par les grandes IA, des IA un peu carnivores du marché, côté américain, surtout avec les questions géopolitiques qu'on voit aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment, dès le début, ça a été dans nos préoccupations. C'est important pour les entreprises. C'est important différemment pour les entreprises et pour les utilisateurs. Pour les utilisateurs, ils n'ont pas envie de voir tout simplement leurs données se retrouver quelque part, ils ne savent pas où. Et les entreprises ont peur, elles, de perdre en compétitivité, de se faire voler leur savoir. Et il y a eu des scandales comme ça avec Samsung, notamment du code source a fuité parce qu'il avait été rentré sur OpenAI. C'est une vraie exigence des consommateurs et des entreprises et à laquelle on répond fortement. Mais d'ailleurs, est-ce que vous-même chez Delos, vous utilisez l'IA justement pour vous aider à coder et aussi accélérer le développement du coup ? Oui, c'est fondamental cet aspect parce que l'IA générative provoque aussi une bascule technologique dans la manière dont on développe. Aujourd'hui, avec des outils d'IA pour le code, les grands du marché, Cursor, Lovable, V0, bref, on peut développer avec une équipe de 10 personnes en quelques mois, ce qui aurait pris à des milliers de développeurs des années, il y a encore 3 ou 4 ans. Et ça, c'est une vraie bascule technologique. C'est aussi ce qui nous permet d'aller aussi vite dans la réalisation de notre logiciel et d'avoir, après 1 an et demi, reconstitué quasiment une suite bureautique quasiment intégrale et qui nous permet ce qui va nous permettre de nous différencier à long terme. Mais est-ce que du coup, le job de développeur, il est quand même un peu en danger ? Il évolue fortement. On est beaucoup plus en supervision d'agents qui vont coder. Il faut quand même avoir une bonne compréhension de tout ce qui sort. On entend des gens qui disent que demain, il n'y aura plus de développeurs. Il faut qu'on ait une maîtrise de ce que nous font les agents parce que dès que les projets se complexifient un tout petit peu, si on n'a pas bien en tête la structure, ça déraille. Mais c'est un métier qui va beaucoup évoluer dans les 10 années à venir, c'est sûr. Ouais. Mais d'ailleurs, tu présentes souvent Delos non pas comme un seul produit, mais comme une galaxie de produits. Déjà, Delos, il y a plein de sous-produits à l'intérieur. C'est quoi l'ambition à terme ? Donc effectivement, l'ambition, c'est de devenir un des acteurs de référence de l'IA générative en France et en Europe. Avec ce logiciel cœur, l'espace de travail qui est le navire amiral et qui est aujourd'hui la solution qui nous permet vraiment de nous diffuser et d'exploser. Mais derrière, avec les capacités de production d'outils, on peut faire naître 1, 2, 3, peut-être demain 10 autres produits avec des petites équipes spécialisées qui adressent des cas concrets, des cas métiers qui sont pragmatiques. Et c'est vraiment là-dessus, je pense. Il y a beaucoup de spéculations autour de l'IA générale. Je pense que, en tout cas, dans les 5-8 prochaines années, qui va émerger, c'est des solutions spécialisées sur des métiers, sur des problématiques métiers. Et c'est là-dedans qu'on s'inscrit. Finalement, des cas d'usage à la demande pour chaque industrie ou entreprise. Exactement. Okay, ouais. Avec Delos, du coup, tu as choisi de te développer, avec ton frère toujours, en France. Est-ce que la situation politique actuelle freine vos investissements et aussi celle des entreprises dans l'IA en général ? La situation politique est un petit peu mouvementée, oui, comme tu le dis. Nous, la seule question qui importe pour nous, c'est est-ce que les pouvoirs politiques veulent placer la tech et l'IA au cœur des préoccupations de la France ? Est-ce qu'on veut faire de la France une nation technologique, une nation pionnière dans le domaine de l'IA ? On a toutes les énergies, on a tous les savoirs pour devenir un des acteurs de référence. Je pense que les succès de Mistral en est une très belle preuve. On est dans les 3 pays
aujourd'hui dans le monde qui savons faire des modèles de langage. C'est un très beau signe. Paris est aussi un écosystème très dynamique. On sent cette énergie entrepreneuriale, cette énergie des ingénieurs français sur l'IA. Et c'est la seule chose qui compte pour nous aujourd'hui. Et tu as l'impression que l'État a mis l'IA dans son ambition à long terme? Il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites récemment. Le sommet pour l'IA en début d'année, on sait que c'est un sujet qui compte pour le gouvernement actuel et le président. Et voilà, c'est quelque chose... l'IA et l'IA générative, ça va devenir stratégique d'un point de vue économique, mais on voit que ça va avoir des implications politiques et géopolitiques importantes. Il faut le mettre au cœur des préoccupations. En tout cas, c'est top que vous restiez en France, parce que moi j'avais une stat, j'ai vu qu'aujourd'hui il y a plus de Français à la tête de licorne aux États-Unis qu'à tête de licorne en France. Et je me dis, c'est dommage que les têtes pensantes quittent le pays, alors qu'on pourrait développer de beaux projets en France. Même si je les comprends sur plein de sujets en réalité. Oui, alors il y a un écosystème, un écosystème d'investissement aux États-Unis qui est plus simple. Nous, on est resté en France pour les talents, les équipes qui sont exceptionnelles, qu'on ne trouverait pas aux États-Unis. Et je pèse mes mots, qu'on ne trouverait pas. Et dans ce qu'on fait, la qualité des ingénieurs et de la solution sont vraiment absolument clés. Et c'est pour ça qu'on est resté. Maintenant, le marché américain est un marché immense, extrêmement dynamique, sur lequel on veut aller. Et souveraineté ne veut pas dire repli. On va aller à la conquête des États-Unis et se confronter aux acteurs américains sans complexe. Évidemment. Non, mais surtout, je l'ai dit tout à l'heure en intro, Polytechnique, c'est la meilleure école de France. En réalité, c'est limite la meilleure école du monde, j'ai l'impression, d'ingénieurs. Enfin, les gens du MIT, c'est comme Polytechnique ou Harvard. J'ai l'impression qu'on n'a pas à être jaloux des Américains sur le sujet des mathématiques. J'ai l'impression... Tu dis ça pour me flatter. Non, mais pour moi, je suis convaincu que rentrer à Polytechnique, c'est plus dur que n'importe quelle université au monde. En fait, en réalité, quand on voit le process de sélection, je me suis entraîné quand j'étais en prépa sur des maths de Polytechnique, punaise, j'ai pas fini à Polytechnique justement pour le coup. Et pour moi, vraiment, et quand on voit même les parcours, c'est équivalent dans les autres entreprises américaines, j'ai l'impression. Donc, je pense qu'on n'a pas à rougir, qu'on a les atouts. Il faut que le business suive. C'est vrai. Tout à l'heure, tu en as un peu parlé de ChatGPT, qui a été la première technologie, enfin même la technologie la plus rapide à dépasser les 100 millions d'utilisateurs seulement 2 mois en 2023. C'est plus de 800 millions d'utilisateurs toutes les semaines aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le grand public a intégré l'IA au quotidien ? Alors c'est vrai que ces chiffres sont exceptionnels. C'est aussi des chiffres d'adoption, je crois, 10 ou 20 fois plus élevés que l'adoption d'Internet. Mais la question qu'on peut se poser, pour être un peu provocant, c'est aujourd'hui, c'est pas où est-ce qu'on utilise l'IA, mais où est-ce qu'on ne l'utilise pas encore. On est à l'aube d'une nouvelle ère. Quand l'électricité est arrivée, la première chose qui est apparue, c'est des ampoules, mais les ampoules, c'est aujourd'hui 5% de la capacité de l'électricité. C'est vraiment ça qui va arriver. L'IA doit être... On doit être en interaction avec des formes d'IA en permanence. Elle doit être omniprésente et je pense que c'est vraiment vers ça qu'on va. Donc, où est-ce qu'elle devrait être et où elle n'est pas aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus qu'on se pose la question. Mais qu'est-ce qui manque à l'IA justement pour révolutionner notre monde ? Il lui manque beaucoup plus de concret. Il lui manque de la simplicité pour l'utilisateur. Je pense que là, on sort d'une phase de puissance technologique, mais la vraie beauté technologique, c'est quand la technologie s'efface, quand elle se met en second plan, quand
quand elle devient une évidence pour tout le monde. Et je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui, la deuxième phase de l'IA dans laquelle on va rentrer, une phase d'usage, une phase d'adoption beaucoup, beaucoup plus importante. D'ailleurs, il y a pas mal de boîtes qui ont créé aussi leur modèle interne. Est-ce que c'est un flop? Oui, il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont fait ça, qui ont essayé de différents modèles de surentraînement des IA, de développement d'interfaces. Je pense qu'elles ont confondu la souveraineté, qui est essentielle aujourd'hui, avec une forme de repli technologique. On voit des entreprises comme EY qui ont investi 1,4 milliard de dollars dans leur GPT interne pour abandonner le projet 2 ans après. C'est éloquent. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans cette situation-là. Et puis ces grandes entreprises vont se souvenir que ce n'est pas leur cœur de métier, qu'elles n'ont pas développé elles-mêmes Google, les CRM ou les logiciels spécialisés. Et je pense qu'on va aller vers plus de réalisme dans les années à venir. Bah, c'était exactement ça que j'allais dire. C'est finalement, elles sont allées sur un métier qu'elles ne maîtrisent pas. Et c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, on va mettre de l'essence, enfin dans l'essence d'une voiture électrique, c'est le même problème que finalement que Microsoft qui n'était pas dans l'IA et d'un coup se dit bah je suis l'IA parce que c'est l'IA. Pareil pour Apple qui a des gros problèmes là-dessus parce qu'ils n'en ont jamais fait. Ouais. Et finalement vous dites si vous avez jamais fait d'IA, vous n'allez pas devenir d'un coup des génies de l'IA du jour au lendemain juste parce que vous payez des développeurs folie. C'est ça. C'est exactement ça. Il faut avoir cette logique-là, cet ADN-là au cœur. Sinon, on ne va pas réussir à l'intégrer. Et surtout, la différence se voit de plus en plus sur la durée. Dans les premiers temps, on est dans le brouillard, entre guillemets. Les choses ne se sont pas encore décantées. Elles sont en train de décanter. Et les entreprises qui ont cet ADN-là et celles qui ne l'ont pas, ça se voit. D'ailleurs, tu dis aussi que tu dis que la voix, c'est le clavier du futur. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus de clavier à terme ? On croit énormément à la voix, à ce que ça va apporter à l'interaction entre l'homme et la machine, à ce que ça va permettre en termes d'accessibilité. On a développé une technologie de voice to computer qui s'appelle Alma, qui y ait un super Siri qui permet d'enchaîner des actions complètement à la voix sur l'ordinateur. Donc, on peut dire sur la plateforme va sur mes mails, ouvre-moi celui-là, réponds-moi à telle personne, cherche-moi sur Internet quelle est cette entreprise, en les enchaînant comme ça de manière naturelle. Et ça, je pense que ça va exploser. D'ailleurs, je suis aussi, tu as pas mal l'actualité autour de OpenAI. Bon, ils veulent faire du B2B, du B2C, ils font des annonces tout le temps. Mais j'ai l'impression quand même que les gens ils utilisent soit ChatGPT, à la limite Sora. Et toi, tu comprends leur stratégie ? Ils font face ou ils vont faire face à un vrai dilemme entre un marché B2B et un marché B2C, entre du prosumer et du consommateur. Entre eux, on le voit dans leurs dernières annonces, puisque récemment, ils ont à la fois annoncé un système extrêmement avancé qui s'appelle AgentKit pour du traitement de CRM et le lancement d'une IA érotique. Ils rêvent de faire l'IA qui va d'être la plateforme unique à partir de laquelle on va pouvoir tout faire. Et en réalité, ça les bride, ça les limite de chaque côté. Ils ne peuvent pas vraiment se lâcher dans une direction. Et je pense que ce dilemme va être au cœur de leurs préoccupations à l'avenir. Est-ce qu'il y a un risque que le monde se standardise à terme ? Est-ce que l'IA va standardiser le monde ? Si tout le monde utilise la même IA, finalement, tout le monde a les mêmes réponses, tout le monde a le même avis à la limite. Est-ce que ça va pas mettre un... Alors là, c'est quand l'IA n'est pas... C'est quand l'IA ne s'est pas approprié l'utilisateur, quand l'utilisateur ne s'est pas approprié l'IA. Et c'est vraiment
dans ce qu'on construit et dans les nouvelles générations qui arrivent, on a des IA qui sont beaucoup plus personnelles, beaucoup plus propres à chaque personne, qui vont être capables d'interagir à la fois dans leur ton, dans leur connaissance, dans leur champ cognitif d'une certaine manière. Et je ne crois pas à une standardisation, non. Et est-ce que tu penses qu'il y a des entreprises, des gouvernements ou je sais pas, des groupements obscurs qui possèdent des IA surpuissantes et bien plus développées que celles connues du grand public? C'est une question piège. Question piège, mais en fait, je me dis, nous, on a accès à des choses qui sont incroyables et c'est des entreprises privées qui mettent de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas des États qui ont encore plus d'argent, qui font des choses? Je pense en fait, par exemple, à des gouvernements qui mettent énormément d'argent dans la défense. Finalement, ça peut être, vous faites de la cyberattaque avec des fonds illimités, plus ou moins. Et donc, vous avez, bon, évidemment, on ne le sait pas, mais vous avez peut-être des IA qui sont, et on le saura dans 50 ans, peut-être, tu vois. Mais est-ce que c'est possible de se dire ça, tu vois? On le saura ou on le saurait avant. Je pense que cette libération de l'intelligence là, que représente l'IA générative va être stratégique dans des champs politiques et dans des champs militaires, comme tu le dis. Dans la cybersécurité, c'est une évidence, puisqu'on a des systèmes qui sont capables de coder par elles-mêmes, donc de lancer des attaques par elles-mêmes. On a vu d'ailleurs une explosion du phishing, bon, même si c'est sur un périmètre réduit, hein, du phishing un phishing qui va être beaucoup plus construit, beaucoup plus élaboré grâce à l'IA. Donc je pense que la maîtrise de ces IA génératives va être crucial d'un point de vue politique, d'un point de vue économique. Ça va devenir stratégique pour une entreprise d'avoir les meilleures technologies d'IA, ce qui n'est pas le cas encore actuellement. Voilà, ça se renforce, à mon avis, année après année. Oui. Aujourd'hui, l'IA, c'est juste des probabilités, concrètement. Est-ce qu'un jour, on aura une super IA capable de réfléchir par elle-même et de dépasser les humains? On a déjà en réalité, les IA actuelles, elles sont meilleures que 99% des promotions de polytechniciens. Fort talent. La semaine dernière, je me suis fait avoir, j'ai honte de le dire, sur un difficile problème de ma petite sœur qui est en seconde, que je n'arrivais pas à résoudre. Bon, j'ai honte. Qui a été résolu en l'espace de quelques secondes par GPT. Donc, elles ont déjà les puissances de raisonnement pour ça. Mais des raisonnements mathématiques. De raisonnement mathématique ou de raisonnement en champ clos, si on lui donne un ensemble d'informations financières, par exemple, ou d'analyse, mais dans un champ de texte relativement restreint, elles vont être capables de bien raisonner. Elles manquent encore un petit peu de capacité d'induction, mais elles vont être capables de bien raisonner. Je pense qu'on va aussi voir arriver... Enfin, moi, je rêve plutôt du super humain, de l'humain dont la pensée est augmentée, est approfondie en permanence grâce à l'IA. Et tu parlais de standardisation. Je pense que, par exemple, sur l'IA a un effet assez paradoxal sur la créativité, où elle peut justement démultiplier la créativité de quelqu'un qui la manipule, qui l'interroge, qui n'a pas forcément, aussi brillant soit-il, toutes les idées, ou en tout cas qui n'a pas les idées aussi rapidement qu'il pourrait l'avoir avec de l'IA, et qui va être capable comme ça d'approfondir une idée et par une succession de questions-réponses de s'ouvrir des champs ou des perspectives qui auraient pris bien plus de temps avant. Est-ce que le super-humain, toi, tu l'imagines genre avec une puce dans le cerveau comme Neuralink ou des lunettes augmentées? Est-ce que tu te projettes là-dedans ou pas? Je crois plutôt au système externe, mais
Donc, lunettes augmentées, typiquement le système de contrôle de l'ordinateur à la voix dont je parlais. Je pense que dans très peu de temps, on pourra travailler en grande partie face à son ordinateur en interagissant comme ça avec lui, ce qui est une forme d'augmentation. Je crois plutôt au système externe et j'ai personnellement pas très envie de me mettre une puce dans le cerveau. Ouais, je pense que c'est la barrière à l'entrée, elle est quand même très compliquée parce que là, je crois que Meta, ils ont sorti des lunettes, elles sont pas encore en Europe. Où, Ouais. dans l'œil droit, visiblement, tu as accès à Meta directement en 3D ou je sais pas trop. J'ai pas pu l'essayer, mais on m'a présenté ça hier chez Meta et je me suis dit, mais c'est évident qu'à terme, si tu fais des belles lunettes et tout, tout le monde le fera parce que c'est incroyable. C'est sûr que une forme de réalité augmentée comme ça va arriver. Tous les challenges techniques ne sont pas complètement réglés. Je ne sais pas si tu as vu justement la keynote de Mark Zuckerberg à cette occasion où il y a eu 2-3 petits ratés assez gênants. Mais oui, c'est la direction vers laquelle on va, c'est sûr. Mais je ne sais pas si tu as vu, hier, il y a quelqu'un qui a dit une phrase: la Chine va gagner la guerre de l'IA. Et c'est pas Xi Jinping, c'est pas Donald Trump, c'est Jensen Huang, donc le fondateur de Nvidia, qui pour lui, la Chine va gagner cette bataille parce qu'il y a moins de régulation en Chine. C'est énormément aidé par le gouvernement chinois. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est la Chine, vu qu'ils ont des moyens illimités, qui risque de gagner cette guerre? Il y a plein de dimensions dans cette problématique. Il y a évidemment la dimension des matières premières pour la création du hardware, et on sait que c'est une grosse problématique pour Nvidia, pour Apple, pour quand les restrictions ont été mises en place par Trump. Il y a, on se rappelle que la sortie de DeepSeek avait secoué la bourse américaine, qui avait pris moins 10% en l'espace de d'une journée d'ailleurs, de 24 heures. Je suis prudent par rapport à ces annonces, des annonces, je dirais pas à l'emporte-pièce en parlant de Jensen Huang, mais voilà, ces annonces marketing. Oui, le but c'est de faire un peu plier le gouvernement américain, j'imagine. Voilà, exactement. Mais je pense que moi, je crois vraiment que la France là-dedans. Je le répète, mais parce que j'en suis convaincu, intimement convaincu, qu'on a un rôle de premier plan à jouer et qu'on peut être le leader en Europe, au niveau de l'Union européenne, le leader de l'IA. Mais justement, en parlant de l'Europe, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un consortium européen justement pour se battre à armes égales avec la Chine ou les États-Unis? Puisque c'est vrai que la France, on est un petit pays quand même face à eux. Est-ce qu'on se dit pas, on fait un truc géant avec des fonds illimités européens, tu vois? Ah, ça serait formidable. Malheureusement, on parvient pas encore tous à s'accorder. On a vu que le gouvernement allemand avait choisi une solution souveraine, OpenAI. Les changements géopolitiques jouent quand même dans le sens de cette souveraineté, et j'ai bon espoir qu'on arrive à s'aligner. Mais tu vois, il y a un mois, je recevais l'ancien ministre de l'économie, Antoine Armand, qui disait, en fait, on veut tous une solution européenne, mais elle a d'abord un ancrage local. C'est-à-dire que c'est européen, mais à un moment donné, c'est peut-être français, allemand ou italien, et tout le monde se bat pour que ce soit sur son sol. Donc en fait, on recrée en fait des dissensions au sein de l'Europe avec ça. Exactement, on n'a pas la même simplicité culturelle que les Américains. L'IA va remplacer tous les humains. Ça peut être un joker. Attends. Si tu veux. Qu'est-ce que je vais répondre mais après, tu peux justifier. Oui, d'accord. Alors, red flag. Il va remplacer les humains qui ne l'utilisent pas. Ah, c'est vrai. Et vous l'utilisez bien. Donc ça prouve que... Et nous, on l'utilise, on l'utilise à fond. L'IA, c'est juste une mode. Green flag, c'est une mode tant qu'elle ne reste qu'un gadget actuel. Oui. C'est quand tu dis ça, en fait. C'est tout le monde fait appel à l'IA, mais pas pour des vraies solutions concrètes au quotidien. Est-ce que la productivité a vraiment augmenté depuis que j'en utilise l'IA? Assez faiblement, en réalité. Assez faiblement. Et on a vu une étude du MIT qui a beaucoup fait parler, qui disait que 95% des projets IA échouaient.
quand elle n'est pas prise de la bonne manière, quand elle est abordée sous l'angle du buzz, c'est systématiquement comme ça que ça termine. Mais surtout, j'ai l'impression que parfois, ils lancent des projets IA, mais pas avec des gens qui sont compétents là-dedans. C'est juste des gens à qui on donne des projets, mais qui auraient pu faire un autre projet qui n'a rien à voir dans le sport, limite. Et ils disent, bah venez, on lance l'IA et que personne. En fait, après, la réalité, c'est que comme c'est une révolution, personne peut-être s'y connaît vraiment. C'est exactement. Et donc, on jette de l'argent, on verra, quoi. C'est à la fois que les gens ne s'y connaissent pas forcément, ils en font pour de la communication, et puis aussi Ouais. que c'est extrêmement difficile. Faire des bons systèmes d'IA générative, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile d'accès. Tout le monde le sait pour les modèles de langage. On sait qu'il n'y a que très peu d'équipes de chercheurs qui sont capables de faire les meilleurs modèles de langage du monde. C'est la même chose pour l'orchestration de ces modèles. Ok. L'IA va contrôler le monde. Oui, green flag, surtout ceux qui contrôlent les IA qui vont contrôler le monde. Je pense que les technologies d'IA générative vont avoir un impact encore beaucoup plus grand que les... On dit aujourd'hui que c'est les GAFAM qui contrôlent le monde, et il va y avoir une nouvelle génération. Peut-être que les GAFAM la porteront, mais à mon avis encore beaucoup plus profonde. Bah, surtout que j'ai l'impression que si tu détiens une IA qui parle, je sais pas, à 20% de la population, et que tu es quelqu'un de politisé, tu peux transmettre des messages finalement directement à tout le monde. Donc C'est ça pose une énorme. grande question, ouais. On connaît tous les scandales Cambridge Analytica et autres. Imagine l'équivalent d'un scandale où on diffuserait à ChatGPT l'instruction de voter pour telle ou telle personne. Pour des gens qui créent des formes de relations quasi personnelles ou en tout cas émotionnelles avec ChatGPT, ça aurait un impact encore exponentiellement plus important que d'être confronté à des posts Facebook ou Instagram. Bah ouais. Mais surtout, moi j'ai l'impression, là tu mets un point très important, les gens se lient d'amitié avec les IA. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens se parlent plus dans la vraie vie. Tout le monde on est déjà tous dans le virtuel sur Instagram ou tout ce qu'on veut. Et là, c'est qu'on va devenir amis avec des IA, mais il y aura plus de relations humaines. Moi, j'ai l'impression, je sais pas, je comprends pas trop où est-ce qu'on va. Alors, j'espère pas qu'il y aura plus de relations humaines. Bon, c'est vrai que c'est vrai que ça. Je ne sais pas si ça participe à l'isolement, comme tu le dis. Je ne sais pas si ça le renforce, mais ce qui est incontestable, c'est que les gens nouent une forme de relation avec ces IA. Ce n'est pas quelque chose de souhaitable, je pense. L'IA va tuer la créativité. Red flag, ça, t'as compris mon avis. Elle va la démultiplier. Elle va la démultiplier parce qu'elle va nous donner accès encore beaucoup plus facilement qu'Internet à des connaissances que nous n'avions pas avant, à des raisonnements auxquels on ne pouvait pas avoir accès avant. Et elle va nous permettre de... Quand on y réfléchit, l'IA générative, elle permet de faire des ponts. On a... en ChatGPT ou équivalent, une intelligence qui est quasi experte à la fois en biologie, en mécanique de précision et en informatique quantique. Et qui est capable de faire le pont entre ces savoirs-là. Donc quelqu'un qui va l'interroger de la bonne manière, ça va démultiplier sa créativité. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on va pouvoir accéder à des choses dont il aurait fallu faire appel à une tierce personne et tout nous expliquer ou apprendre des années et des années. Exactement. Et je trouve ça quand même incroyable sur le papier d'avoir accès à plus de connaissances. Après, il faut savoir les utiliser, en effet. Et en la simplifiant, parce qu'on a déjà depuis 25 ans accès à Wikipédia, mais Wikipédia, il n'y a qu'un seul article Wikipédia par sujet qui a une certaine longueur. On ne peut pas demander de simplifier ce contenu, de le traduire dans une autre langue, de nous expliquer un peu plus telle ou telle notion. Ça, c'est ce qu'on peut faire avec l'IA générative. ChatGPT, c'est juste un stagiaire qui parle bien. Est-ce que je mets le green flag là-dessus ? Oui.
Green Flag, c'est un stagiaire qui est quand même très, très intelligent, mais pour qu'il devienne un vrai employé, il faut qu'il ait plus de possibilités d'action, qu'il soit plus présent, plus investi dans le quotidien. Après, on le paye $20 par mois, donc après... Voilà, on peut pas exactement. s'attendre à Ouais. plus, hein, j'ai envie de dire. L'IA va rendre les gens paresseux. Green Flag, il y a un vrai risque là-dessus, c'est une responsabilité de tout le monde, personnellement et collectivement, de ne pas tout remettre à l'IA, clairement. Tu sais, Mais j'ai vu le risque existe. Ouais. Bah ouais, mais j'ai vu des professeurs se plaindre sur les réseaux sociaux justement que tout le monde utilise l'IA pour faire les devoirs et tout, et tu te dis, en même temps c'est la simplicité, et tu dis pourquoi se casser la tête? Et même je pense que quand tu es étudiant, tu te dis tout le monde va le faire sauf moi. C'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que ça pousse tout le monde à le faire, donc c'est un peu dommage en effet. Mais Et on parle beaucoup de l'éducation en pointant du doigt ce cas-là. Je vois les choses dans l'autre sens. Ouais. Il y a des étudiants qui se servent de l'IA pour bien mieux comprendre une notion de cours, pour avoir accès à un professeur particulier virtuel auquel ils n'auraient pas eu accès. Et ça, je pense qu'on va aussi le voir. Et vu sous cet angle-là, c'est extrêmement positif. c'est vrai que je me dis que selon ta manière d'apprendre, on n'a pas tous les mêmes manières d'apprendre. Il y en a c'est visuel, Totalement. il y en a c'est auditif. Et donc en effet, l'IA va s'adapter et toi tu vas mieux comprendre. Parce que c'est qu'un professeur, parfois, il est bien pour toi, mais pas pour moi. Tu vois, moi, quand j'étais en prépa, j'avais un professeur de mathématiques. Ouais. Il sortait de Ulm. Ouais. Donc les mathématiques, c'est comme toi, Il tu était vois, les très- maths. Très loin. Voilà, donc c'est encore autre chose. Non, ça. mais en maths, je crois qu'il avait été accepté à Polytechnique et Ulm, mais il était allé à Ulm. Je crois que c'est un truc du style. Et il t'expliquait les maths et il disait, mais pourquoi vous comprenez pas? Parce que je comprends pas, parce que je suis débile par rapport à toi, c'est juste ça. Et qu'en effet, il n'arrivait pas à s'abaisser à mon niveau, alors qu'une IA, où j'avais même un autre professeur qui m'expliquait extrêmement bien, je comprenais beaucoup mieux avec lui. Ouais. Et donc, en effet, je pense que ça va être utile pour les professeurs, mais aussi pour les étudiants, d'apprendre plus facilement avec l'IA Ouais, pour le coup. totalement. Quand on pense à l'apprentissage des langues, pouvoir dialoguer avec une IA, même à l'oral aujourd'hui, c'est formidable pour travailler. Avant, il y avait des apps où tu pouvais avoir des correspondants à l'étranger. Bon, là, tu parles de GPT, c'est peut-être plus rapide. On peut avoir les deux. Hein. C'est vrai. Écoute, Pierre, je te remercie. On arrive au bout de ce podcast. Merci d'avoir pris le temps de venir parler de Delos, mais aussi de ton parcours et de l'IA en général. Ouais, merci Charles. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à vous abonner car ça soutient la chaîne. Je mettrai évidemment le site de Pierre directement dans la description de la vidéo YouTube si vous voulez aller voir justement toute la boîte, ce qu'elle présente comme fonctionnalité. Pierre, si tu avais un dernier message sur l'IA, sur ta boîte, ou un message d'espoir même en général, quel serait-il face caméra? Vous avez beaucoup entendu parler de l'IA. Il faut maintenant passer à une IA concrète, une IA utile, à une IA du terrain.